Manuel Gourdouin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan une pièce de théâtre, Un père de trop. Pourquoi avoir écrit justement cette nouvelle pièce après Noce tardive qui a été publiée en octobre dernier? Eh bien écoutez, l'écriture de cette deuxième pièce est venue comme l'écriture de la première d'un pari. C'est-à-dire que je suis sorti d'une présentation de Noce tardive un jour du mois d'octobre ou novembre, et quelqu'un m'a dit à ce moment-là, mais écoutez, il faudrait écrire la suite de Noce tardive. Il faut se rappeler que Noce tardive se termine au moment où les trois personnages entendent un coup de sonnette, et que c'est le fils d'Ève, un des trois personnages, qui rentre chez lui. Alors, cette idée a trotté dans ma tête. J'ai essayé de la chasser comme j'ai pu, parce qu'écrire une pièce de théâtre, c'est toujours beaucoup de travail. Et puis j'ai trouvé le moyen de m'en débarrasser qu'en passant à l'exécution. Alors, la raison, c'était que Noce tardive, c'était l'histoire d'une mère, Ève, qui cherchait à savoir 15 ans après quel était le père de son fils, et donc si c'était Adrien ou Benoît. Et la question qui va se poser dans la suite, dans Un père de trop, c'est est-ce que Henri, le fils, qui donc sonne à la porte, à la fin de Noce tardive, et qui rentre dans la salle à manger au début d'Un père de trop, eh bien, pourra vivre malgré un passé assez chargé. Alors je précise quand même que Un père de trop peut se lire indépendamment de Noce tardive, et que j'ai d'ailleurs, dans mes romans, pratiqué la même chose. J'ai écrit un roman qui s'appelle Si tu t'imagines, puis un autre qui peut se lire indépendamment, mais qui est peut-être aussi conçu comme une suite, qui s'appelle Les Amants d'Alger. Donc je suis déjà familier du fait. L'intérêt d'écrire, j'allais dire, une suite à quelque chose, c'est que ça permet de l'approfondir, de voir de contredire, voilà, de rester avec. C'est une façon de ne pas la quitter. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez eu des difficultés à écrire justement cette suite. Quelles difficultés Oui, parce que dans Noce tardive, j'avais trois adultes d'à peu près 45 ans qui parlaient, donc je ne me posais pas trop de problèmes de langage. Chacun avait son langage, mais je peux imaginer de quelle manière s'exprime quelqu'un de 45 ans. Tandis que là, il fallait absolument que je trouve le langage de l'adolescent. Et j'ai découvert à ce moment-là, d'ailleurs, que le langage des adolescents, de nos jours, est bien différent de celui de l'époque où j'étais moi-même adolescent. Et je dois dire que c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, parce que je voulais absolument lui trouver une façon de s'exprimer qui ressemble à la façon dont s'exprime un adolescent d'aujourd'hui, et ça a été un peu compliqué. C'est un personnage compliqué, puisque celui qu'il prenait pour son père a disparu quand elle avait 3 4 ans. Il a cru qu'il était mort, et puis enfin sa mère ne le ménage pas, puisque au début de la pièce, il se retrouve devant deux hommes, l'un qui est son père et l'autre qui prétend devenir le mari de sa mère. Il faut reconnaître qu'après 15 ans en tout cas une bonne dizaine d'années où il s'est trouvé orphelin de père, c'est une situation compliquée à vivre. Alors justement maintenant il est temps d'en venir un peu à l'intrigue de la pièce. Quelle est-elle? Alors, l'intrigue de la pièce, donc, on y est déjà d'une certaine façon, puisqu'on se souvient que Henri, donc, un test ADN a démontré que c'est Benoît, le père, le père d'Henri, et euh, et que si Ève est plus attirée par Adrien, donc par Henri. Voilà, donc c'est ce qui fait effectivement une intrigue. Et donc, ça suscite immédiatement l'incompréhension d'Henri, qui débarque là comme s'il débarquait sur la planète Mars. Il le confie d'ailleurs à sa petite amie Henriette, en disant l'un se prétend mon père, l'autre son futur mari. J'hallucine. Effectivement, il y a de quoi halluciner, d'autant que c'est un garçon un peu fragile, et ça provoque évidemment la rivalité immédiatement des deux hommes, qui d'une certaine façon se disputent ce fils, parce qu'ils sont tous les deux attachés à Ève. Alors comment, ou plutôt pourquoi la situation évolue-t-elle? Alors la situation évolue parce que Henri ne peut pas supporter la situation. Au début de l'acte 3, il fait une fugue, il disparaît. Et c'est ça qui fait se renverser la pièce, c'est-à-dire que les deux premiers actes sont assez classiques. Henri rejette successivement Benoît, sa mère, bref, Adrien, non, d'une certaine façon, mais enfin ça se déroule dans le fond sans qu'il se passe grand-chose, et sans que simplement la seule chose, c'est le refus
de l'adolescent de rentrer dans cette problématique que veut lui imposer les adultes, singulièrement sa mère, mais brusquement, après une explication orageuse avec sa mère, eh ben, il disparaît. C'est-à-dire qu'il est tout simplement parti au cinéma avec son amie Henriette, et sa mère, progressivement, commence à réaliser combien elle est attachée à son fils, et le centre de la pièce devient, mais que va devenir Henri? Est-ce qu'il va revenir? Et chacun des protagonistes adultes va réagir à sa façon. Alors justement, au début de l'acte 3, il ne reste plus que les 3 adultes en scène. Et comment réagissent-ils et comment évolue encore à nouveau la situation? Bah, chacun réagit à sa façon, c'est-à-dire que Ève donc s'inquiète, mais s'inquiète progressivement d'ailleurs. Adrien, lui, c'est un homme d'action, il prétend régler la situation, c'est-à-dire retrouver Henri lui-même. Quant à Benoît, bah, il est un peu, il revit lui sa propre histoire, c'est un personnage très narcissique, et se rend compte finalement que il analyse beaucoup les relations entre Henri et sa mère, et il les compare à celles qu'il avait avec sa mère, et il se rend compte progressivement qu'il n'est jamais sorti d'une espèce de relation infantile avec sa mère, et ils revivent aussi bien d'ailleurs Adrien que Benoît leur propre passé à travers cette histoire. C'est-à-dire comme si, par son geste, l'adolescent les interpellait et les ramenait à leur propre histoire. Alors il y en a un qui s'y glisse avec grande satisfaction parce qu'il est très narcissique, c'est Benoît. Puis il y en a un qui s'y glisse avec beaucoup plus de réticence et même avec une certaine colère, c'est Adrien. Mais enfin, il s'y glisse quand même. Quant à Ève, eh ben, elle est amenée à se remettre en question assez largement. C'est ça qui m'intéresse dans le théâtre, c'est les personnages qui se remettent en question parce qu'ils finissent par prendre conscience de leur véritable motivation. Voilà. Et finalement, qu'avez-vous voulu montrer à travers cette intrigue? Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'à travers cette intrigue, j'ai voulu montrer que les personnages ne sont pas ceux qu'ils croient être, et que leur véritable motivation n'est pas celle qu'ils croient être. Vous savez, j'ai été assez marqué par la psychanalyse et dans ma vie, et je pense que je crois à cette notion d'inconscient, et je crois à ces motivations qu'on a beaucoup de mal à se révéler à soi-même, parce qu'il faut finalement beaucoup de lucidité et beaucoup de courage. Et finalement, et puis il y a beaucoup d'avantages aussi un peu à se cacher la vérité. Alors, ce qui est amusant aussi, parce que je ne l'ai pas dit, c'est au travers de l'adolescent qu'on pourrait penser, il y a toute une réflexion, si vous voulez, sur la relation un peu fusionnelle entre l'adolescent et enfin, l'enfant, puis l'adolescent et sa mère, qui n'a pas pu être coupée, comme on dit en psychanalyse, par la présence du père qui met un terme à ça, qui est une relation qui était potentiellement dangereuse. Et je me suis un petit peu amusé autour de la céciparité et comment dit-on déjà, je cherche le nom des animaux qui se reproduisent comme ça en se coupant en deux. Et c'est exactement ça que les paramécies, voilà, j'y suis, les paramécies. Et c'est ça, effectivement, qui est impossible, si vous voulez. Il est impossible que Henri soit né simplement de la division de sa mère avec elle-même. Et c'est pour ça qu'il lui dit à un moment, est-ce que je me prends pour une paramécie? Il faut nécessairement, pour qu'un être neuf surgisse, qu'il y ait un croisement. Je me suis un petit peu amusé avec ça. Et Henriette, ça en dit assez long. Si sa petite amie s'appelle Henriette, ça veut dire qu'il n'a pas encore vraiment compris ça, et que finalement c'est plus son double qu'il aime encore qu'une autre personne. Enfin, il a le temps, il n'a jamais que 15 ans, il a le temps de vieillir. Alors, est-ce que ce sera le mot de la fin? Oh bah, ce sera le mot de la fin, peut-être pas tout à fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'écrivais Un père de trop, donc j'étais dans les répétitions, dans les représentations de Noces tardives, et ça m'a conduit à avoir une autre vision de l'écriture théâtrale, c'est-à-dire que j'ai prêté beaucoup plus attention aux jeux de scène, aux didascalies, et c'est ça qu'apprend la mise en scène, c'est-à-dire qu'une pièce de théâtre, c'est pas simplement l'exposition d'idées, ni même une intrigue, mais un spectacle. Et donc, avec l'aide avisée d'un certain nombre d'amis d'ailleurs, je pense que cette pièce est peut-être d'un contenu littéraire moins léché, je dirais, moins pur, mais d'un point de vue dramatique et d'un point de vue scénique plus forte. Voilà.